Le jeudi 9 avril 2026, aux alentours de 21h30, un adolescent est retrouvé gisant dans une rue du quartier de la Gare, à Strasbourg. Son visage est si gravement blessé que les secours, à leur arrivée, peinant d'abord à l'identifier avec certitude. Son pronostic vital est engagé. L'origine de cette violence, plusieurs coups portés avec un marteau, selon les premiers témoignages recueillis sur place. En 48 heures à peine, grâce à la vidéosurveillance et à l'analyse téléphonique, 3 suspects sont identifiés et interpellés par les enquêteurs. Le mobile évoqué par le parquet n'a rien d'un acte aveugle, un différend ancien lié à une histoire de maillot de football. Cette affaire, aussi rapide dans sa résolution judiciaire que brutale dans son déroulement, interroge sur l'escalade de la violence chez certains jeunes. Ce documentaire présente les faits tels qu'établis par le parquet de Strasbourg, sans jamais nommer les mineurs impliqués, conformément à la loi française. Nous nous appuierons exclusivement sur les déclarations officielles de la procureure et sur les informations vérifiées par la presse régionale, car cette affaire implique des mineurs. Et la présomption d'innocence continue de s'appliquer pleinement, malgré la gravité des faits reprochés. Voici ce que l'on sait de cette agression, entre violence extrême et un différend personnel resté longtemps sans réponse. Avant de continuer, abonnez-vous à la chaîne, activez la cloche, likez cette vidéo et dites-nous en commentaire ce que vous inspire cette affaire. Le quartier de la Gare, à Strasbourg, est un secteur central et animé de la ville, traversé quotidiennement par des milliers de voyageurs et de résidents. C'est dans ce quartier que survient, le jeudi 9 avril 2026, aux alentours de 21h30, l'agression qui va bouleverser cette soirée ordinaire. Un adolescent de 17 ans est retrouvé allongé sur la voie publique, gisant dans une flaque de sang, selon les premiers témoignages recueillis par les secours. Son état est jugé extrêmement grave dès son arrivée sur place, les secours constatant des blessures particulièrement sévères au niveau du visage et de la tête. Selon une source policière citée par plusieurs médias régionaux, le visage de la victime était à ce point déformé qu'il en devenait difficilement reconnaissable pour les premiers intervenants. L'adolescent est immédiatement transporté vers un centre hospitalier où son pronostic vital est jugé engagé par l'équipe médicale ayant pris en charge son cas. Selon les témoignages de personnes présentes à proximité au moment des faits, la victime aurait été spécifiquement désignée mais est ciblée par 3 individus distincts. Parmi ces 3 individus, l'un d'entre eux était, selon ces mêmes témoignages, muni d'un marteau, arme ayant vraisemblablement causé l'essentiel des blessures constatées sur la victime. Cette précision, rapportée par plusieurs témoins oculaires aux enquêteurs, oriente immédiatement les recherches vers l'identification de ces 3 individus impliqués dans cette agression. Dès la découverte de la victime, les services de police judiciaire de Strasbourg ouvrent une enquête, mobilisant rapidement des moyens techniques et humains conséquents. Cette mobilisation rapide illustre le traitement prioritaire accordé par les autorités françaises à ce type d'affaires, impliquant une violence extrême contre une victime mineure. La procureure de la République de Strasbourg, Clarisse Taron, prend personnellement en charge la communication publique de cette affaire dès les premières heures de l'enquête. Cette implication directe du parquet, dès le lendemain des faits, témoigne de la gravité accordée à ce dossier par les autorités judiciaires locales, compte tenu de la violence constatée. Le vendredi 10 avril, dès le lendemain de l'agression, les enquêteurs orientent leurs recherches vers l'exploitation systématique des caméras de vidéosurveillance présentes dans le quartier concerné. Cette exploitation technique s'accompagne d'une analyse approfondie du téléphone portable de la victime, permettant aux enquêteurs de reconstituer plus précisément le contexte ayant précédé l'agression. Cette double approche méthodologique, combinant preuves visuelles et données numériques, va rapidement porter ses fruits, permettant une progression particulièrement rapide de cette enquête criminelle. Cette rapidité d'investigation illustre l'efficacité des méthodes d'enquête modernes, combinant technologie de surveillance urbaine et analyse forensique des communications numériques des personnes concernées. Elle contraste avec la durée souvent bien plus longue nécessaire à la résolution d'autres affaires criminelles, illustrant l'importance cruciale de la réactivité immédiate dans ce type d'enquête sensible. C'est cette réactivité qui va permettre, en l'espace de quelques jours seulement, l'identification et l'interpellation de l'ensemble des personnes aujourd'hui suspectées dans cette affaire. Dès le vendredi 10 avril 2026, soit moins de 24 heures après les faits, 2 suspects supplémentaires, âgés de 17 ans, sont interpellés et placés en garde à vue. Ces interpellations résultent directement du travail d'analyse mené sur les images de vidéosurveillance du quartier, ainsi que sur les données extraites du téléphone portable de la victime.
Un troisième suspect, majeur celui-ci, est également identifié et interpellé dans le cadre de cette même enquête, portant ainsi à 3 le nombre total de personnes mises en cause. Cette combinaison de suspects mineurs et majeurs complique juridiquement la procédure, nécessitant l'application simultanée de règles pénales distinctes selon le statut de chaque personne concernée. Selon le parquet de Strasbourg, ces 3 individus auraient commis les faits reprochés avec une violence extrême, résultant d'un différend ancien les opposant directement à la victime. Ce différend, précisé par le parquet dans son communiqué officiel, concernerait une histoire liée à des maillots de football, un détail qui a immédiatement suscité l'attention médiatique nationale. Au-delà des aspects procéduraux de cette affaire, il demeure essentiel de rappeler la gravité de l'état de santé de la victime, adolescent de 17 ans, au cœur de ce dossier tragique. Selon les informations communiquées par la procureure Clarisse Taron, le pronostic vital de la victime demeurait toujours engagé au lendemain des faits, illustrant la gravité extrême des blessures subies. Les blessures constatées concernent principalement la tête et le visage de l'adolescent, zone particulièrement vulnérable, face à des coups portés avec un objet contondant comme un marteau. Cette localisation des blessures, rapportée par plusieurs sources médicales et policières citées dans la presse régionale, témoigne de la violence particulièrement intense de cette agression collective. L'évolution précise de l'état de santé de la victime dans les jours et semaines suivant l'agression n'a pas fait l'objet d'une communication publique détaillée, par souci de préserver l'intimité de cette personne mineure. Cette affaire s'inscrit dans un contexte plus large de préoccupations croissantes concernant certaines formes de violence extrême observées chez des mineurs en France ces dernières années. Plusieurs faits divers similaires, impliquant des mineurs auteurs de violences particulièrement graves envers d'autres mineurs, ont été rapportés par la presse française au cours des mois précédant cette affaire strasbourgeoise. Cette accumulation de cas, bien que ne constituant pas nécessairement une tendance statistiquement établie de façon rigoureuse, alimente une inquiétude publique croissante concernant l'évolution de la violence chez les jeunes. Les autorités françaises, incluant le ministère de la Justice et divers responsables politiques locaux, se sont régulièrement exprimés sur cette question, sans toutefois qu'un consensus scientifique définitif n'émerge sur ses causes exactes. Plusieurs hypothèses explicatives sont avancées par les chercheurs spécialisés dans l'étude de la violence juvénile, incluant l'influence des réseaux sociaux, la banalisation de la violence dans certains contenus culturels et des facteurs socio-économiques. Depuis la mise en examen des 3 suspects, annoncée le 12 avril 2026, cette affaire suit désormais le cours normal de la procédure judiciaire française applicable à ce type de dossier criminel. Un juge d'instruction a été désigné pour superviser l'ensemble de l'enquête, chargé de rassembler l'ensemble des éléments à charge et à décharge concernant les 3 personnes actuellement mises en examen. Cette phase d'instruction, généralement longue et minutieuse pour ce type d'affaires criminelles graves, vise à établir avec la plus grande précision possible les circonstances exactes de cette agression du 9 avril 2026. Elle inclut notamment l'audition détaillée de l'ensemble des témoins, l'analyse approfondie des preuves matérielles collectées, ainsi que l'évaluation psychologique et sociale des personnes mises en examen dans ce dossier. Elle permettra également d'orienter, le cas échéant, les mesures éducatives ou pénales les plus appropriées, en complément d'une éventuelle sanction pénale, conformément aux principes du droit pénal des mineurs français. Pour la personne majeure mise en examen dans ce dossier, la procédure suit un cadre juridique distinct, potentiellement plus sévère sur le plan des sanctions encourues en cas de condamnation définitive future. Cette différence de traitement, prévue par le droit français, reflète la responsabilité pénale pleine et entière des personnes majeures, contrairement au régime atténué généralement applicable aux mineurs délinquants dans ce même système judiciaire. La durée exacte de cette instruction reste à ce stade difficile à prévoir précisément, ce type de procédure pouvant s'étendre sur plusieurs mois, voire plusieurs années, selon la complexité des éléments à examiner. Cette temporalité judiciaire, souvent perçue comme longue par le grand public, correspond néanmoins aux exigences de rigueur nécessaires pour garantir un procès équitable à l'ensemble des personnes concernées par cette procédure. Durant cette période d'instruction, les 3 personnes mises en examen demeurent placées en détention provisoire, une mesure réexaminée périodiquement par la justice française selon les procédures légales en vigueur. Cette détention provisoire, mesure exceptionnelle réservée aux affaires les plus graves, illustre la gravité avec laquelle la justice française traite ce dossier, malgré l'âge mineur de 2 des 3 personnes concernées. Elle rappelle également que la présomption d'innocence, bien que pleinement applicable durant toute cette période,
n'empêche pas l'application de mesures de sûreté jugées nécessaires par l'autorité judiciaire compétente. Cette affaire a suscité, dès sa révélation médiatique, une réaction publique et institutionnelle importante, tant au niveau local strasbourgeois qu'à l'échelle nationale française. Plusieurs responsables politiques locaux se sont exprimés publiquement sur cette affaire, exprimant leur inquiétude face à la gravité de cette agression et leur soutien envers la victime et sa famille. Ces réactions politiques, bien que légitimes sur le plan de l'expression publique, doivent être distinguées de la procédure judiciaire elle-même, qui suit son cours indépendamment de toute pression médiatique ou politique extérieure. Plusieurs associations de prévention de la violence juvénile ont également réagi publiquement à cette affaire, appelant à un renforcement des dispositifs de médiation et de prévention dans les établissements scolaires concernés. Cette affaire a suscité, dès sa révélation médiatique, une réaction publique et institutionnelle importante, tant au niveau local strasbourgeois qu'à l'échelle nationale française. Plusieurs responsables politiques locaux se sont exprimés publiquement sur cette affaire, exprimant leur inquiétude face à la gravité de cette agression et leur soutien envers la victime et sa famille. Ces réactions politiques, bien que légitimes sur le plan de l'expression publique, doivent être distinguées de la procédure judiciaire elle-même, qui suit son cours indépendamment de toute pression médiatique ou politique extérieure. Plusieurs associations de prévention de la violence juvénile ont également réagi publiquement à cette affaire, appelant à un renforcement des dispositifs de médiation et de prévention dans les établissements scolaires concernés. La communauté éducative strasbourgeoise, incluant les établissements scolaires fréquentés par les personnes impliquées, a également été directement concernée par les répercussions de cet événement tragique. Cette affaire a également relancé, au niveau local, un débat sur la sécurité publique dans le quartier de la gare de Strasbourg. Ce débat, alimenté par plusieurs faits divers antérieurs survenus dans ce même quartier, interroge sur l'efficacité des dispositifs de sécurité actuellement déployés dans cette zone. Les autorités municipales strasbourgeoises ont été sollicitées, à la suite de cette affaire, pour préciser leurs intentions concernant un éventuel renforcement de la présence policière. Ces discussions, encore en cours au moment de la réalisation de ce documentaire, illustrent la dimension politique locale que peut prendre ce type d'affaires criminelles. Elles rappellent que les affaires criminelles individuelles, aussi graves soient-elles, s'inscrivent souvent dans des débats publics plus larges concernant la sécurité urbaine. Cette dimension collective, distincte du seul traitement judiciaire individuel de cette affaire, mérite d'être mentionnée pour donner une vision complète du contexte du 9 avril 2026. Elle ne doit toutefois pas occulter la dimension humaine centrale de cette affaire, celle d'un adolescent gravement blessé et de 3 autres jeunes, désormais confrontés à une procédure judiciaire d'une gravité exceptionnelle. Cette double dimension, individuelle et collective, caractérise de nombreuses affaires criminelles, nécessitant une approche à la fois rigoureuse sur le plan judiciaire et sensible sur le plan humain. Ce documentaire s'efforce de respecter cet équilibre en présentant les faits établis, tout en préservant la dignité de l'ensemble des personnes mineures impliquées. Cette approche, appliquée avec constance tout au long de cette présentation, constitue la meilleure garantie d'un traitement à la fois informatif et respectueux de ce type de sujet sensible. Elle honore à la fois l'exigence légitime d'information du public et la nécessaire protection des mineurs, 2 impératifs parfois en tension, mais également essentiels dans le traitement de ce type d'affaires. Que peut-on raisonnablement anticiper concernant l'évolution future de cette affaire encore à un stade précoce? L'instruction judiciaire devrait se poursuivre durant plusieurs mois, incluant l'audition des suspects, ainsi que celle de nombreux témoins ayant assisté directement ou indirectement à cette agression. Cette précision méthodologique, essentielle, doit être gardée à l'esprit par l'ensemble des personnes. Cette précision méthodologique, essentielle, doit être gardée à l'esprit par l'ensemble des personnes, notamment à travers les médias et les réseaux sociaux où elle continue d'être largement commentée. Elle devra également clarifier les circonstances précises ayant conduit à cette escalade de violence. Cette affaire rappelle, avec une force particulière, l'importance de la présomption d'innocence, notamment à travers les médias et les réseaux sociaux où elle continue d'être largement commentée, même face à des faits d'une gravité aussi manifeste que ceux constatés dans ce dossier. Au-delà du simple mobile initial évoqué par le parquet concernant ce différend relatif à des maillots de football, cette affaire rappelle, avec une force particulière, l'importance de la présomption d'innocence, principe fondamental. L'évolution de l'état de santé de la victime constituera également un élément important pour la suite de cette procédure, même face à des faits d'une gravité aussi manifeste que ceux constatés dans ce dossier.
notamment concernant la qualification pénale définitive qui pourrait être retenue à l'encontre des mises en cause. Elle illustre également l'importance de la protection accordée aux mineurs par le système judiciaire français, si les séquelles constatées s'avéraient permanentes ou particulièrement graves, tant pour la victime que pour les personnes mises en cause, conformément aux principes de notre droit. Cela pourrait influencer significativement l'appréciation de la gravité des faits par les juridictions. Cette double protection constitue pourtant un pilier essentiel de notre système judiciaire démocratique. Cette affaire pourrait également alimenter des réflexions plus larges sur les politiques de prévention de la violence juvénile. Ce documentaire a cherché à illustrer cet équilibre délicat entre information du public et protection légitime. Ces réflexions, si elles se concrétisent par des mesures institutionnelles nouvelles, constitueraient un héritage positif. Cette recherche d'équilibre constitue le principe méthodologique ayant guidé le traitement journalistique. Ce documentaire continuera de suivre l'évolution de cette procédure et sera mis à jour si nécessaire. Elle rappelle enfin que derrière chaque dossier judiciaire se trouvent des personnes réelles, victimes comme mises en cause. En l'état actuel des informations disponibles, la présomption d'innocence continue de s'appliquer pleinement aux 3 personnes, dont la dignité mérite d'être respectée tout au long du traitement médiatique de l'affaire. L'agression au marteau survenue le 9 avril 2026 dans le quartier de la gare de Strasbourg illustre la gravité d'un différend mineur. Ce respect n'exclut nullement la rigueur factuelle nécessaire pour informer correctement le public. 3 personnes ont été mises en examen pour tentative d'assassinat le 12 avril 2026, 3 jours après les faits. Cette double exigence, rigueur factuelle et respect humain, continuera de guider le traitement de cette affaire. Ce documentaire a respecté la protection légale accordée aux mineurs, conformément au droit français en vigueur. Si ce documentaire vous a marqué, abonnez-vous dès maintenant. Likez cette vidéo et partagez votre réflexion. Il continue de souhaiter un rétablissement complet pour la jeune victime. Merci d'avoir suivi ce documentaire jusqu'au bout. Ce documentaire a présenté l'affaire en s'appuyant sur les déclarations du parquet et de la presse régionale. La présomption d'innocence s'applique pleinement, aucune condamnation n'ayant été prononcée à ce jour. Elle rappelle l'importance cruciale de la prévention et de la médiation dans la gestion des conflits. Merci d'avoir suivi ce documentaire. Abonnez-vous pour ne manquer aucune prochaine enquête.